Josephine. I won't leave you waiting in between. Je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, d'adoption et de bien d'autres termes qui accompagnent la conception de nos familles. Vous entendrez aussi, et surtout, des familles homoparentales, coparentales, monoparentales par choix ou de fait, adoptantes, nous raconter leur parcours extraordinaire, au sens littéral du terme, vers la parentalité. Parce qu'en France, le chemin est bien avancé mais n'est pas encore abouti, je vous propose d'écouter des témoignages de notre quotidien qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de la saison 3 du podcast. Parce qu'il y a encore tellement de combats à mener, tellement d'égalités à amener dans l'accès à la parentalité, tellement d'injustices à corriger. Vous n'êtes pas sans savoir, et oui, ça a fait du bruit, que la nouvelle loi bioéthique a été votée cet été. Nous n'avons pas encore la teneur de tous les décrets et attendons beaucoup de réponses, mais ce que nous savons en revanche, c'est que la légalisation de la GPA a purement et simplement été évacuée des débats. Pourquoi ? Parce que certains y voient le commerce du corps avant même de penser à la possibilité d'un acte purement altruiste. Parce qu'on pense à la place des premières concernées sans les laisser s'exprimer. Alors oui, c'est possible de vouloir aider en mettant son corps à disposition sans contrepartie autre que de savoir que l'on va faire le bonheur d'une famille. Pour ouvrir cette saison 3, j'ai tenu à donner la parole aux femmes porteuses, par la voix de Virginie, et je l'espère de tant d'autres à venir, pour nous permettre à tous, et je l'espère à nos dirigeants, de faire des choix éclairés, en conscience, après avoir entendu des témoignages pertinents. Il est très clair qu'il faut légiférer, qu'il faut encadrer, qu'il faut arrêter de croire que la GPA sauvage n'existe pas et qu'il faut protéger et reconnaître ces familles. Je vous propose donc d'écouter le témoignage de Virginie, maman et femme porteuse belge, qui nous raconte ce choix généreux qu'elle a fait pour offrir une famille interdite à son frère. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Virginie. Bonjour Constance. Je te remercie beaucoup vraiment de t'être rendue disponible. Je pense que je vais développer un peu plus tard, mais ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir te recevoir aujourd'hui à mon micro pour développer un thème qui me semble urgent d'aborder avec nos auditeurs. Je vais te laisser te présenter bien sûr, mais puisque aujourd'hui tu es une mère porteuse. C'est ça, oui. Est-ce que tu peux te présenter et me présenter ta famille pour commencer ? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Virginie. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je suis originaire de Bruxelles à la base. Je suis née à Bruxelles, mais j'habite dans les Ardennes belges. J'ai 2 enfants, un garçon de 8 ans et un deuxième de 6 ans. Je suis mariée depuis 5 ans maintenant, bientôt, en couple depuis 15 ans. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Est-ce que tu peux me présenter aussi ta famille élargie du coup ? Oui, bien sûr. Donc, j'ai une maman, bien évidemment. Un papa qui est décédé malheureusement quand j'allais avoir 14 ans. Enfin, je venais d'avoir 14 ans quand il est décédé. J'ai un frère qui a 2 ans et demi en moins que moi. J'ai une sœur qui a 9 ans de moins que moi. Voilà, des tantes, des oncles, des cousines, des cousins. Et donc, tout à l'heure, tu me disais qu'un des futurs papas était dans la maison avec toi. Oui, c'est ça. C'est mon beau-frère. Donc, c'est le compagnon de mon frère. Voilà, parce que mon frère est homosexuel et donc il est avec Raphaël depuis maintenant quelques années. D'accord. Alors si ça me tenait à cœur aujourd'hui d'aborder ce thème-là, c'est parce que en France, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Oui. En France, la nouvelle loi bioéthique n'a pas du tout abordé le thème de la GPA et surtout l'ensemble des protagonistes qui ont étudié cette loi, je pense, se sont permis de penser à la place des mères porteuses et d'ailleurs du coup ils ont complètement évacué le sujet. D'accord. Pour commencer, en fait, j'aimerais qu'on aborde ta vie à toi, privée, ta vie de famille.
savoir comment tu t'es construite. Donc, tu me disais que tu avais rencontré ton mari il y a longtemps, puisque tu as 33 ans et que ça fait 15 ans que tu es en couple, donc tu avais tout juste 18 ans, c'est ça? C'est ça, on s'est mis très jeunes ensemble. Voilà, moi, donc comme je l'ai dit, hein, je suis originaire de Bruxelles. Quand mon papa est décédé, j'ai suivi ma maman une année à la côte belge. On a vécu un an à Coxyde. Ensuite, elle a rencontré mon beau-père actuel, ce qui a fait qu'on a débarqué dans les Ardennes depuis que j'ai 16 ans. D'accord. On a débarqué dans les Ardennes et à 16 ans, j'ai rencontré mon mari mon mari. À 18 ans, disons qu'on s'est mis officiellement en couple et depuis, nous sommes toujours ensemble. Moi, ce qui est très très beau. Merci. Je t'en prie, c'est sincère. Et donc, du coup, toi, tu avais un désir de maternité dès le départ où tu t'es mis avec ton mari, parce que ton premier enfant, si je calcule bien, est arrivé quand tu avais 25 ans? Oui, j'allais avoir 25 ans quand j'ai eu mon premier enfant, donc Noam, qui a 8 ans aujourd'hui. J'avais ce désir effectivement d'être maman jeune, même s'il y a beaucoup plus jeune que moi. Voilà, 25 Oui. ans, je pense que c'est encore le bon âge. Mais voilà, j'avais envie d'être maman jeune parce que je sais que pour être maman, ben, il faut de l'énergie, il faut de la patience, voilà. Et donc j'avais envie effectivement de cette maternité assez jeune. Et puis mon deuxième, ils ont tous les deux 19 mois de différence en fait. Ah oui, c'est court. Oui, voilà. C'était une volonté de ta part aussi, d'avoir des enfants Également, oui, rapprochés? tout à fait. C'est vraiment tout ça, c'est voulu, quoi. D'accord, ok. Oui, tu savais bien ce que tu voulais. D'ailleurs, Oui, vous oui, saviez bien, je puisque sais ce vous que êtes je deux. veux. Oui. Et alors, du coup, comment cette idée de devenir mère porteuse est arrivée pour toi? Alors, en fait, donc, il y a plus ou moins 3 ans, 4 ans d'ici, mon frère et donc mon beau-frère Raphaël, donc Gaëtan et Raphaël, hein, c'est leur prénom, m'ont déjà posé une première fois la question de savoir si je voulais bien être mère porteuse pour eux. Mais il y a 3 ans, voilà, si on compte bien, mon petit dernier qui a seulement 6 ans maintenant n'avait que 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Et donc à l'époque, il y a 3 ans d'ici, je leur ai dit que pour moi, il m'était impossible d'imaginer de le faire. Je me sentais tout simplement pas assez forte psychologiquement. Mon petit était encore assez petit. Voilà, je ne m'imaginais absolument pas être mère porteuse pour eux. Pour moi, c'était trop difficile. Oui. Est-ce que Voilà. c'est quelque chose que tu avais quand même dans un coin de ta tête? Tu t'étais posé la question, ou c'est vraiment c'est eux qui t'ont apporté un peu une révélation ou une... Oui, c'est eux qui m'ont. J'ai jamais eu cette envie avant de faire mère porteuse, mais il faut savoir que et ça c'est très ancré en moi dans mon caractère de ça depuis toujours. Je suis très altruiste en fait. Je suis Oui. très pour aider les autres avant souvent de penser à moi. Voilà, ça c'est vraiment un de mes traits de caractère. Depuis toujours, en fait. Je suis toujours dans l'aide pour les autres, en fait. Donc pour eux, ça a été une évidence de te demander. Oui, voilà, je pense qu'à l'époque, effectivement, voilà, mon frère me connaît bien. Voilà, ils ont peut-être certainement été déçus de ma réponse de l'époque, mais ils avaient demandé encore à d'autres personnes de la famille, de leur entourage, qui donnaient toutes donnaient une réponse négative, quoi, à ce Oui, moment-là. ils voulaient vraiment passer par quelqu'un de la famille, en fait. Oui, dans un premier temps, en tout cas, ils voulaient vraiment passer par quelqu'un de la famille. Et puis, je sais que ils ont élargi leur recherche, quoi. D'accord, ok. Parce que tous les deux, depuis toujours, en tout cas, je sais que mon frère depuis toujours me dit, moi, j'aurai un enfant, je veux, voilà. C'est pour lui avoir un enfant, c'était très important. Et Raphaël m'a dit que pour lui aussi. Oui, oui, évidemment. Enfin, je pense que Mm, mm. ça faisait vraiment partie de leur projet de couple et de vie. C'est ça, tout à fait. Mais et ça même avant qu'ils soient en couple en fait. D'accord. Oui. Et est-ce qu'ils se sont... Alors évidemment, tu as parlé pour eux, mais est-ce que tu sais s'ils se sont aussi orientés vers un parcours de GPA à l'étranger? Oui, ils ont regardé, ils se sont informés.
Voilà, il y a l'aspect financier quand on passe par l'étranger qui rentre en ligne de compte. Bien sûr. Parce que je sais que ça coûte très très cher. Par exemple, pour les États-Unis, on est sur un budget de au moins 100 000 euros. Et quand on passe par des pays de l'Est, apparemment, on tournerait autour de 40 000 euros. Oui, tout à fait. Oui, et donc, voilà, et puis il y a aussi le côté, tout ce qui est déplacement, et il y a aussi le côté risque que la mère porteuse, à la fin, ne donne pas l'enfant. Ça, je sais que c'est quelque chose qui leur faisait peur aussi. Oui, c'est vrai que c'est inquiétant. Oui, tout à fait. Voilà, il y a un suivi, il y a, enfin, pendant plusieurs mois, ils sont là à créer ce lien avec cette mère porteuse et qui, en fin de compte, ne donnera peut-être pas le bébé non plus. Donc ça, c'était une crainte qu'ils avaient. Ça, je m'en souviens. Après, je sais pas pour les pays de l'Est parce que j'ai pas encore enregistré d'épisode sur de la GPA dans les pays de l'Est, mais je sais qu'aux États-Unis et au Canada, c'est très très encadré. Ok, voilà, ok. Mais bon, voilà, le coût, clairement, est un vrai frein. Oui, effectivement, il faut une somme pareille, il faut savoir les sortir, quoi. Ben oui, complètement. Et alors, cette demande, elle fait son petit bout de chemin chez toi? Comment ça se passe Non, parce que là, vraiment, je suis sûre et certaine de ma réponse qui est non. Mais par contre, pour continuer l'histoire, en fait, il passe par l'adoption. Donc, D'accord. il passe par une procédure d'adoption qui est très compliquée pour eux. Voilà, il faut savoir que, par exemple, quand on veut adopter, qu'on est homosexuel par rapport à un couple hétéro, il faut savoir qu'ils ne pouvaient adopter un enfant qu'en Belgique ou en Colombie. D'accord. Voilà, donc ça c'était une des choses qui fait que pour un couple homosexuel c'est beaucoup plus difficile qu'un couple hétéro, parce qu'un couple hétéro va pouvoir adopter dans bien plus de pays dans le monde en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et alors encore une des choses qui était compliquée par rapport à l'adoption, c'est que en fait la maman qui décide de mettre son bébé à l'adoption peut choisir entre un couple homosexuel ou hétérosexuel. Ah, c'est comme ça en Belgique? Oui. D'accord, ok. Tout à fait. Et donc, ben voilà, la procédure d'adoption, en dehors de ça, ben voilà, c'est passé par beaucoup de psychologues, d'assistantes sociales. Ils sont vraiment scannés, j'ai envie de dire, sous toutes les coutures, quoi. Vraiment, on va aller dans leur vie privée, on va venir voir leur maison, si elle est sécurisée. C'est vraiment, c'est assez lourd quand même comme procédure, hein, l'adoption. Oui, ils doivent se soumettre à des procédures qu'un couple hétéro ne connaît pas. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc ça a duré jusqu'à l'année dernière, janvier 2020. En fait, ils étaient en pleine procédure d'adoption et là, le décret change. Le décret d'adoption change et donc au niveau de la procédure, il revenait en arrière en fait. D'accord. Oui. Et donc, mais l'année dernière, au mois de janvier, donc je viens ici chez mon frère en visite. Hein, on venait le week-end avec mes enfants, juste passer un week-end en famille. Et donc, on est à table, on est en train de manger et je demande à mon frère, tiens, l'adoption, qu'est-ce que ça dit? Et donc là, il me dit, ben écoute, si ça continue comme ça, d'ici 5 ans, je ne serai toujours pas papa. Ouh. Voilà. Et donc ça, c'était l'année dernière en janvier 2020. Et là, par contre, j'ai eu un déclic et ça a fait vraiment écho en moi. Cette phrase-là, je me souviens comme si c'était hier. Ça m'a miné et je me suis dit en moi-même, parce que je ne voulais pas leur donner de faux espoirs au cas où ma réflexion était dans la négative. Voilà, je n'avais pas envie de leur dire, bah voilà, je vais réfléchir. Oui, mais toi, ça t'a ouvert à la réflexion. Mais là, sa phrase à mon frère m'a ouverte à la réflexion, tout à fait. D'accord. Et j'en ai parlé très vite à mon mari. Oui, voilà, j'allais te demander. Et je me suis dit, ben écoute, est-ce qu'on ne les aiderait pas? Est-ce que voilà. Et là, ça a commencé. J'ai commencé à réfléchir pendant un mois complet. Pendant un mois, jour et nuit, je ne pensais plus qu'à ça. Et alors, quelle a été ta réflexion? Enfin, parce que je suppose qu'au début, tu te poses des questions assez simples et qu'au fur et à mesure du temps, ben forcément, tu dois avoir des questions un peu plus poussées qui s'amènent à toi.
Exactement, exactement. Bah déjà, enfin, pour moi, dans ma tête, il était clair que je n'allais plus tomber enceinte. D'accord. Donc, de nouveau, est-ce que j'allais avoir envie d'une troisième grossesse? Après, il faut savoir que mes grossesses, enfin, mes deux premières grossesses se sont très bien passées, hein. Je veux dire, je n'ai pas Oui. été alitée, je n'ai pas eu de gros soucis, que des petits bobos. Enfin voilà, j'ai eu de belles grossesses tout de même. Mhm. Et donc, il y avait cette question-là, est-ce que j'allais avoir envie de cette troisième grossesse au niveau de ma vie privée, mon couple, mes enfants, comment ils allaient le prendre? Voilà, il Oui. y a énormément de choses qui me tournaient dans la tête pendant ce mois-là et j'en discutais avec mon mari. Mais pendant tout ce mois, je n'en ai à aucun moment donné parlé soit à mon frère, soit à mon beau-frère. Oui, il n'avait Voilà, pas parce que notion j'avais de... vraiment peur j'avais vraiment pas envie de leur donner de faux espoirs, quoi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, ça t'a mené... Bon, évidemment, on sait à peu près où ça t'a mené, Oui. mais quels ont été... Enfin, est-ce que tu as eu des freins à lever ou tu as dû, à ce moment-là, en parler avec ton beau-frère, enfin, ton beau-frère et ton frère pour que les freins soient levés? En fait, ça a été tous ces freins-là que j'ai eus, parce que j'en ai eu effectivement, c'était après le jour de l'annonce, en février. Mhm. Est-ce que tu peux me raconter ce jour-là? Parce que ça doit être un jour exceptionnel. Oui, 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 c'était pas prévu. C'était pas prévu que ce soit ce jour-là. Voilà, je voulais pas l'annoncer, là comme ça, mais effectivement, j'en garde, et eux aussi un très, très beau souvenir, très émouvant. En fait, donc, au mois de février 2020, on se rend chez de la famille à Nu. Donc en fait, c'est la sœur de mon papa qui est décédée et mon cousin. Enfin voilà, on était en famille, on parlait pas encore du coronavirus à ce moment-là. Oui. Et donc le thème de l'adoption vient sur la table. C'est ma tante qui commence à en parler. Mhm. Et donc, bah, Gaëtan et Raphaël lui dit que l'adoption, ça se passe mal, le décret a changé, c'est difficile, ça dure longtemps, c'est lourd, enfin voilà. Et donc, ma tante dit, mais et quoi, au niveau des mères porteuses, est-ce que vous avez continué à chercher? Est-ce que vous avez demandé à un tel, à un tel, à un tel? Donc, elle cite des noms de proches de filles dans la famille. Mhm. Et elle me regarde et elle me dit: «Et toi, Virginie, tu voudrais vraiment pas le faire pour, enfin?» Et là, je me dis: «Non, c'est pas vrai!» C'est le moment. J'ai la gorge qui commence à serrer et je me dis: «Non, pourquoi tu me», enfin, en moi-même, hein, je me dis: Mhm. Mais pourquoi tu me poses la question? Zut, enfin, c'est pas le moment», Et donc là, ben, je commence à avoir les larmes qui montent aux yeux. Je regarde mon frère et mon beau-frère et je leur dis: «Écoutez, je vais le faire. Je vais le faire». Et là, mon frère, je me souviens encore de sa tête. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment qui restera gravé dans ma mémoire. Et il se dit: «Mais quoi?» Enfin, il n'en revenait pas, quoi. Il n'en revenait pas. Oui, forcément. Et je lui ai dit: «Bah écoutez, je vais faire mère porteuse pour vous, je vais porter votre bébé, vous allez avoir votre bébé, je vais le faire». Enfin voilà, j'étais décidée. Et là, mon beau-frère, lui, il m'a regardé d'un air béat pendant de longues minutes. Voilà, je pense, il n'a pas réalisé. Mon frère a beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Par contre, lui, il m'a prise dans ses bras, il m'a dit: «Ben, t'es la meilleure». Enfin voilà, ils étaient tous les deux vraiment, ils s'y attendaient absolument pas, en Oui, oui, fait. bien sûr. Ils ne s'y attendaient pas du Et tout. toi, de ton côté, tu l'avais acté cette décision ou c'est le fait que ta tante, elle te pose la question Non, c'était qui acté, c'était s'était acté. acté? Avec mon Vous aviez mari, on validé? s'est dit, voilà, on va le faire, mais c'était juste pas le moment. On voulait pas l'annoncer ce jour-là, on voulait attendre encore un petit peu, peut-être trouver une façon un peu originale, mais en fin de compte, c'était très bien comme ça. Et Oui. même mes enfants bah, n'étaient pas au courant, et donc mon mari, son premier réflexe a été d'aller près des enfants et de leur expliquer ce qui se passait, parce que voilà, ils n'étaient au courant de rien. Mais oui, et puis ils étaient tout petits, donc enfin, c'était difficile de leur faire comprendre enfin, les enjeux. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais voilà, vraiment, il a été
il leur a très bien expliqué. Et puis, et depuis le début du projet, depuis ce jour de l'annonce, voilà, ils sont vraiment au courant. On est totalement transparent avec eux. Enfin, bien sûr, sans aller dans les détails, parce que de toute façon, ils sont que trop jeunes pour comprendre. Mais les psychologues nous ont dit que vraiment, il faut pas qu'il y ait de non-dit. Il faut Ouais, je vraiment crois que c'est bien très important communiquer avec les avec eux, enfants. c'est important. Oui, tout à fait. Et du coup, je suppose que ton mari a, bon, il a dû le sentir venir aussi que tu allais devoir le dire à ce moment-là. Comment Oui, il a réagi, lui, que tu en parles, enfin, que tu donnes ton accord à ce moment-là? il a très bien réagi. Voilà, il y a tout le monde qui a pleuré et tout le monde était très ému. Et mon mari aussi, et mon frère et mon beau-frère ont serré aussi mon mari dans leurs bras. Parce que voilà, même pour mon mari aussi, c'est quelque chose de pas facile de voir sa femme porter le bébé de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est Bien pas sûr. évident pour lui non plus, même pour notre vie privée, notre intimité. C'est ça, c'est très engageant quand même. Oui, c'est très, très engageant, tout à fait. Et depuis le début, voilà, même dans les difficultés que j'ai rencontrées depuis le jour de l'annonce, il est toujours à me soutenir et vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. En fait, je pense que si vous en êtes là et si tu as eu cette volonté-là, c'est parce que vous êtes deux et que vous êtes deux à l'avoir. Oui, tout à fait. Effectivement, si mon mari n'avait pas été aussi soutenant dans ma décision, non, je ne pense pas que j'aurais pris cette décision-là, quoi. Et alors du coup, parce que bon, évidemment, ce jour-là de l'annonce, bon, ça marque le coup, mais Oui. est-ce que ça marque le début du parcours ou est-ce que bah, vous avez dû bien rediscuter, vous avez dû vous renseigner sur le parcours à mener derrière ou ça c'était déjà fait en amont? Alors, moi, je me souviens que dès le lundi qui a suivi, j'ai contacté ma gynécologue, qui était déjà au courant de l'homosexualité de mon frère. Mhm. Voilà, je lui ai dit, bah écoutez, voilà, j'ai décidé de faire mère porteuse pour mon frère et elle a dit, bah écoutez, il n'y a pas de souci, je vous suis, je vous soutiens. Et que dit la loi en Belgique au sujet des mères porteuses? Vous avez l'autorisation de le faire? Enfin, comment ça se passe pour la Belgique? Alors, il faut savoir en fait qu'il n'y a pas de loi pour ni de loi contre. D'accord, donc c'est une En zone fait, c'est grise. un vide juridique. Oui, comme Et en France. en fait, ce n'est pas pour la Belgique, mais c'est seulement pour la Wallonie, parce qu'en Flandre, donc, enfin voilà, notre pays, au nord, il y a la Flandre, au sud, il y a la Wallonie, Mhm. et en Flandre, c'est illégal. D'accord. Oui, il y a qu'en Wallonie où, je vais pas dire c'est légal parce que c'est pas légal, mais Mais en c'est tout pas cas, il y a un illégal. trou juridique qui fait que, eh ben, j'ai pu en être là où j'en suis aujourd'hui. Mais D'accord. maintenant, on est vraiment encadré par un avocat des familles qui est l'avocat un peu attitré pour ce genre de projet, j'ai envie de dire, même si Mhm. ils se font tout de même rares. Mais voilà, en tout cas, il y a vraiment un trou juridique qui fait que je peux porter le bébé de mon frère et mon beau-frère, quoi. D'accord. Et ça, c'est une volonté de votre part? Enfin, je suppose qu'on va en parler après, parce que ça doit faire partie de votre parcours, mais c'est une volonté de votre part de vous être fait accompagner par, un avocat? Oui, tout à fait. Ça, je voulais vraiment. C'était une de mes. Enfin, déjà, il le fallait parce que il y a des procédures. Il y a une procédure qui va se mettre en place. Voilà, on peut pas faire les choses non plus n'importe comment au niveau de la reconnaissance et tout ça du bébé. Mais voilà, c'était vraiment une volonté de ma part d'être bien encadrée, que ce soit psychologiquement, médicalement et au niveau aussi légal, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est très important. Je pense que vous avez Oui, bien fait. tout à Et fait. je me pose forcément la question parce que je crois qu'on se enfin, je sais pas, moi, en tout cas, je me suis posé déjà la question de savoir si je serais capable d'être mère porteuse et si oui ou Mmh. non, je serais capable, d'aider un couple. Oui. Je sais que je me suis dit que dans le cadre de la famille, évidemment, que ce serait quelque chose que j'envisagerais. La Mmh. difficulté pour moi, elle serait d'arriver à donner l'enfant et C'est ça, d'arriver à ne pas avoir un lien d'attachement trop fort avec cet enfant. voilà. Est-ce que toi, tu t'es posé cette question-là? Bien évidemment, bien sûr. Oui, 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 et c'est toute la difficulté, c'est une des plus grosses difficultés qui est présente dans ce projet, en fait. C'est voilà, j'approche de l'accouchement,
je suis à 2 semaines d'accoucher si je vais jusqu'au terme. Mhm. Et bien évidemment, naturellement, il y a un lien qui s'est créé avec ce bébé. Oui, forcément. Voilà, parce que ça fait 9 mois que je la porte. Même depuis, à partir du 3e, 4e mois, j'ai commencé à la sentir. Mhm. Ses coups se font de plus en plus forts. Je vis avec elle 24 heures sur 24. Oui. Voilà, j'ai eu des symptômes dus à la grossesse. Enfin voilà, Oui, il y tu as a, il y a vécu la beaucoup de grossesse. choses. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a un lien naturel qui s'est créé. Et bien évidemment, là, le plus dur, ça va être enfin, au niveau de ma réflexion, le plus difficile a été de me dire, est-ce que à l'accouchement, je vais réussir à laisser partir ce bébé que j'ai porté pendant 9 mois, en fait. Oui, complètement. Voilà. Donc ça, effectivement, on l'a beaucoup travaillé. Voilà, j'ai été suivie psychologiquement, même par 2 psychologues différentes. Mhm. Donc voilà, après je reste humaine et Bien il y a sûr. des jours où c'est plus difficile et il y a des jours où c'est plus facile. D'accord. Et je suppose que de toute manière, il n'y a pas de réponse. Enfin, tu n'auras pas la réponse tant que tu ne seras pas. Enfin, Au tant que jour tu n'auras J, pas accouché. Voilà, exactement. c'est ça, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est Exactement. déjà en tout cas une volonté de ma part. En tout cas, quand je visualise l'accouchement, ce que je ne voulais pas, c'est d'avoir le bébé sur moi. Oui, bien sûr. Voilà. Au niveau du pot à pot, ce que je veux, c'est que ce soit un des deux papas qui puisse le faire directement. Parce Mhm. que je me souviens que quand j'ai accouché de mes deux petits garçons, ben le moment, bien évidemment, qui est magique, c'est quand on sent pour la première fois notre bébé sur nous, sa peau, son odeur. On regarde, on le regarde. Voilà, c'est vraiment à ce moment-là, quand on a accouché, qu'on reçoit notre bébé en peau à peau, qu'on tombe littéralement amoureuse de notre enfant, en fait. Oui, complètement. Je suis d'accord avec toi. Et donc là, ben, bien évidemment, ça va être quelque chose de très difficile déjà comme ça naturellement, et donc je ne veux pas avoir le bébé sur moi pour ne pas que j'ai le cœur encore plus déchiré après quoi. Oui. Je pense que ce sera un moment très riche en émotions. Oui, Enfin, très. voilà, dans tous les types d'émotions, on va dire. Oui, voilà, que ce soit positif ou négatif, voilà, je pense que je vais être aussi dans un sens, je vais être contente de pouvoir, allez, je vais dire, retrouver mon corps, avoir été au bout du projet, avoir tenu ma promesse et être délivrée un petit peu de ce poids, que ce soit physique et mental, parce que voilà, même physiquement, c'est une grossesse, c'est un sacrifice, hein, Bien sûr, on s'abîme hein, par la grossesse. bien sûr. Donc voilà, en fait, voilà, j'en ai parlé beaucoup avec ma psychologue et je pense il y a vraiment deux types d'émotions qui vont être là. C'est la tristesse d'accoucher et de ne pas avoir de bébé après, mais dans un sens, peut-être le côté positif d'avoir été jusqu'au bout du projet, c'est mission accomplie, voilà. Je pense il y aura vraiment deux types d'émotions. Oui. En fait, je me demandais si tu vois dans ce, enfin, tu vois, toi, t'es en plein dedans, et je me Mhm. demandais si quand tu actes un projet de cet ordre-là, où tu t'engages quand même physiquement, émotionnellement, t'arrivais tout de même, en sachant quelle est la finalité du projet, à te détacher un peu de cette grossesse ou pas? Oui, malgré tout, j'ai quand même réussi, oui et non, enfin voilà, à mettre une certaine barrière parce que je n'ai pas fait comme avec mes propres bébés, bien évidemment, quand je les portais. Mhm. Pour exemple, je parlais avec mes bébés quand ils étaient dans mon ventre, qu'ici, avec cette troisième grossesse, je ne lui parle pas du tout. Mhm. Le moins possible, la main sur mon ventre. Mhm. Donc voilà, mais bon, ici, vu la fin de la grossesse, et bien évidemment, mon ventre est de plus en plus imposant et donc c'est difficile. Et puis je la sens de plus, enfin beaucoup, vraiment, c'est un bébé qui bouge beaucoup. Donc voilà, je pose quand même la main sur mon ventre, mais j'ai vraiment réussi à me dire, je ne suis pas sa maman, je suis sa marraine en fait. Oui, sa marraine et sa tante, du coup. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Donc, tu auras quand même un lien avec cet enfant qui sera Oui, particulier, forcément.
Tout à fait, tout à fait. Ce sera vraiment un lien très particulier. Et voilà, si c'était un bébé que je n'aurais plus vu après, je pense que de nouveau, je n'aurais pas su le faire, quoi. Le Ouais, fait ouais. que je serai la marraine et je vais pouvoir voir grandir ce bébé, le voir évoluer et tout ça, ben ça m'aide dans le projet, quoi. Oui, oui. C'est pour ça que je te disais, enfin moi c'est aussi la réflexion à laquelle j'étais arrivée et c'est pour ça que je te Mmh. disais dans le cadre de la famille, c'est C'est quelque chose ça. que je peux envisager. Et alors revenons-en parce que du coup on a été un peu plus loin que voilà, on n'a pas parlé du parcours. Et du coup au niveau du parcours, qu'est-ce qui se passe? Alors donc tu vas voir ta gynéco le lundi suivant, donc toi t'es déjà bien, en fait le fait d'avoir annoncé, hop, tu te mets en marche. C'est ça, c'est ça. Mais en général, c'est un petit peu mon caractère aussi. C'est voilà, je prends une décision, je fonce, je ne laisse pas, je ne laisse pas traîner ça. Voilà, T'avances quoi. je suis un peu une fonceuse, quoi. J'ai envie de dire. Mmh. Et donc ta gynéco te dit qu'elle te suit, super. Oui, c'est Qu'est-ce qui se ça. passe après? Et donc là, on doit aussi prendre contact avec la citadelle de Liège parce qu'il faut savoir qu'il n'y a que 3 hôpitaux. 3 ou 4, je pense que c'est plutôt 3 en Belgique qui sont d'accord d'accompagner les mères porteuses, Mmh. dont la citadelle de Liège. D'accord, OK. Donc il y a des hôpitaux qui le font, enfin consciemment en fait. Il y a pas besoin de «mentir» entre guillemets sur, le projet, quoi. Tout à fait. Il y a vraiment des hôpitaux qui suivent des mères porteuses. D'accord. Et donc, nous, vu que ma gynécologue qui me suit depuis que je suis adolescente travaille aussi à la citadelle de Liège, et bien naturellement, du coup, on se tourne vers la citadelle. Oui, oui, tout à fait. Et donc là, bah, on demande un rendez-vous psychologique Mmh. avec la psychologue de la citadelle. Et donc, en fait, suite à un rendez-vous psychologique et gynécologique, que ce soit mon frère et moi avec mon mari, voilà, on passe tous devant ma gynécologue et la psychologue. Voilà, pour parler du projet, parce que ma gynécologue veut tout de même les rencontrer, voir un petit peu ce qu'ils pensent du projet et tout ça, hein, parce que voilà, j'imagine qu'à ce moment-là, elle veut s'assurer que c'est quelque chose qui est bien réfléchi et qui est sérieux. Oui, oui, bien sûr, c'est trop engageant pour pas prendre ce genre Oui, de «précautions» entre guillemets. tout à fait. Et donc, voilà, on passe également tous les 4 devant la psychologue pour expliquer un petit peu nos attentes, le projet, comment ça est venu, comment c'est né et tout ça. Et Mmh. donc, en fait, donc là, on passe les rendez-vous et elles nous disent que au niveau de la citadelle, ça doit passer en réunion fin août. D'accord. Donc voilà, là on attendait du coup une réponse de la citadelle positive ou négative par rapport à notre projet. Et du coup, fin août alors que vous êtes en février-mars là, c'est ça? Oui, donc on a eu le rendez-vous psychologique, on l'a eu, je pense, fin juin, voire début juillet. D'accord. Donc voilà, ça a un peu traîné parce que aussi, il faut pas oublier qu'on est en pleine pandémie Oui, c'est vrai, coronavirus, il y a ça. donc Mmh mh, ça, mmh du mh. coup, ça prend un peu de temps. Et donc avec ma gynécologue aussi, c'était plus ou moins fin juin, début juillet, on avait les rendez-vous en fait. D'accord, OK. Et donc, vu qu'il y a les vacances et tout ça, voilà, qui arrivent à ce moment-là aussi, eh bien la réunion par rapport à la citadelle se déroule que fin août. D'accord. Et donc, en fait, il fallait savoir aussi que nous n'avions pas de donneuse d'ovules. Ils ont cherché, mais bon, malheureusement, ça n'a pas abouti. Et en fait, du Mmh. coup, juste à cause de ce facteur de donneuse d'ovules qu'ils n'ont pas trouvé, en fait, la citadelle dit malheureusement non, on ne vous suit pas. D'accord, mais ils vous donnent la raison? Ils vous disent tout de suite que c'est parce que ils ont pas trouvé de donneuse? Oui, c'est ça. En fait, c'est D'accord, vraiment cette question de donneuse d'ovules qu'ils n'ont pas trouvée. Parce d'accord, qu'en fait, tout simplement, la citadelle n'a pas de base de données de donneuses d'ovules. Ils n'ont pas de banque de donneuses d'ovules pour nous, en fait. d'accord, OK. Voilà. Mais nous, enfin, Gaëtan et Raphaël se sont renseignés et il y a un gynécologue obstétricien du côté de Bruxelles
dans la région néerlandophone, qui lui par contre a une base de données de donneuses d'ovules anonymes. D'accord. La Citadelle nous dit non, mais ma gynécologue, quand elle me donne la réponse de la Citadelle au téléphone ce jour-là, elle me dit, mais écoutez, finalement, c'est peut-être pas plus mal parce que à cause du coronavirus, si on était passé par la Citadelle, ça aurait pris plus de temps. D'accord. Mais que le fait de passer en dehors de la Citadelle, de passer à côté de la Citadelle de Liège, on ira plus vite parce que la psychologue nous dit qu'elle veut quand même tout de même bien nous suivre en dehors de la décision négative de la Citadelle, et ma gynécologue dit aussi qu'elle veut bien nous suivre. D'accord, oui, donc en fait, vous êtes quand même soutenu. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et l'avocat également nous suit dans le projet, parce que c'est vrai que j'ai oublié du coup de parler de l'avocat, mais on a eu le rendez-vous avec l'avocat fin 2020 en fait. Donc D'accord. C'est encore un peu plus tard. Mais voilà, l'avocat nous suit aussi. D'accord, ok. Je te parlais du gynécologue obstétricien qui a cette fameuse base de données de donneuses d'ovules anonymes, et donc on va le voir. On lui explique de nouveau, on débarque à 4 dans son bureau avec mon mari, mon frère et mon beau-frère. On lui explique le projet et tout ça. Et donc là, il a été dans un premier temps à nous donner en fait tous les risques que ça pourrait engendrer ce genre de grossesse. Moi, il me parle à moi beaucoup, et il me dit que c'est quelque chose qui va être très difficile, que l'enfant, je voudrais pas le donner. Enfin voilà, il émet vraiment beaucoup de freins, de restrictions au projet en fait, mais il veut quand même bien nous aider. Donc voilà. Et quels sont les risques qu'il évoque, hormis les risques de ton côté de pas vouloir donner l'enfant, ou que ce soit difficile psychologiquement pour toi? Est-ce qu'il émet d'autres risques qui peuvent être d'ordre mécanique peut-être? En fait, déjà le fait que ce soit pas mon ovule, effectivement, il y a certains risques à ça, du fait que ce soit pas mon ovule à moi. Même voilà, je t'avoue que je me souviens plus trop bien exactement de ce qu'il m'a dit. Pas de souci. Mais alors, ma gynécologue m'a dit aussi que voilà, c'était une grossesse plus risquée parce que c'était pas mon ovule à moi. Mais voilà, j'avoue que je n'ai pas été chercher plus loin. D'accord, oui. Et pour toi, aujourd'hui, ça se vérifie pas? Non, parce que vraiment, c'est une grossesse qui s'est passée, à part des petits bobos plus importants que pour mes 2 premières. Au niveau, par exemple, des 3 premiers mois, j'ai été beaucoup plus fatiguée, plus de nausées, j'avais un peu des vertiges. Donc voilà, est-ce que ça, c'est dû au fait que ce soit pas mon ovule? Je ne sais pas trop, ou parce que j'ai quelques années en plus. Voilà, c'est difficile à dire. Oui, il y a un peu tout qui joue, oui, je pense. Oui. Voilà, à part c'est ici aussi en fin de grossesse, j'ai plus mal dans mes jambes, j'ai quand même plus mal aussi au niveau du bas du ventre par rapport à mes 2 premières grossesses. Voilà, est-ce que c'est dû à ce que ce soit mon ovule à moi ou pas? Je ne sais pas, mais bon après c'est des petits bobos, hein, c'est des petits bobos, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et alors ce médecin, il vous dit quand même qu'il veut vous suivre malgré toutes ces recommandations pas très positive. Voilà, malgré tout, il veut nous aider, voilà. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il entend par vous aider? Est-ce qu'il entend, je mets à disposition ma banque, enfin mon fichier de données, ou il va juste vous guider vers une banque qu'il connaît à l'extérieur? Non, on passe vraiment par son cabinet à lui. D'accord. Et donc, c'est lui qui va choisir en fait une donneuse d'ovules anonyme, et il dit qu'il va choisir quelqu'un qui me ressemble. D'accord. Tu sais pour quelle raison? Parce que vu que je le fais pour mon frère, voilà, j'imagine qu'il a cherché une femme qui me ressemblait. Oui, d'accord, ok. J'en déduis que ce n'est pas ton frère qui a donné son sperme. Voilà, tout à fait, c'est mon beau-frère. Okay. D'accord. Ça avait été clair entre eux du départ aussi? Non, ça n'a pas été clair tout de suite, non. Ils ont dû ils ont dû réfléchir et tout ça. Parce qu'alors, ce qui est très bizarre, c'est que le gynécologue obstétricien dont je parle là, qui nous a aidés pour le transfert d'embryon, disait que ça aurait pu être le sperme de mon frère. Mais quand j'en parle à ma gynécologue à moi, elle me dit que non, ça ne peut pas, et déontologiquement, c'est pas possible non plus.
Oui, voilà, c'est ça. C'est ça c'est la question que je me posais dans la mesure où, bon, certes, c'est pas ton ovule, mais c'est quand même toi qui portes l'enfant de ton frère. Ça aurait Voilà, été peut-être, ouais. Ok. c'est Et ça. donc du coup, il vous met en contact avec, enfin lui, il met combien de temps à trouver quelqu'un? Est-ce que tu sais si sa base est relativement vaste? Parce que je sais que les donneuses d'ovocytes, c'est rare. Alors là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il en a peu ou beaucoup. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, il vous trouve quelqu'un. En tout cas, lui, voilà, ça n'a pas duré. À partir du moment où j'ai dit, c'est bon, on y va, on commence les traitements, il a très vite trouvé, en tout cas, la donneuse d'ovules, quoi. D'accord, ok. Et est-ce que toi, tu rentres dans un protocole précis en attendant cette donneuse d'ovules? Est-ce que tu commences à te préparer ou pas du tout? Alors, à partir du moment où j'ai dit, voilà, parce qu'on a eu un autre rendez-vous où j'y suis allée juste avec mon beau-frère. Et donc, il nous demande, ben, quand est-ce qu'on commence? Et moi, j'ai dit le plus rapidement possible. Mhm. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, il me dit que je peux arrêter de mettre mon anneau vaginal parce que c'était mon moyen de contraception à ce moment-là. Mhm. Et il dit d'attendre de ses nouvelles parce que voilà, il faut qu'il cherche la donneuse d'ovules, que quand on aura son feu vert, on pourra commencer vraiment à aller sur Bruxelles pour commencer le traitement et aussi les rendez-vous avec à chaque fois une échographie et une prise de sang pour voir en fait quand moi j'étais prête à recevoir l'embryon. Mhm. Et au niveau de la donneuse d'ovules, est-ce que votre avocat intervient à ce moment-là pour établir un document de protection juridique pour vous ou pas du tout? Par rapport à la donneuse d'ovules, je ne pense pas. Mais en tout cas, quand on a eu le rendez-vous avec l'avocat, mon frère, mon beau-frère et moi, on a dû effectivement signer un genre de convention. D'accord, oui, mais pour vous trois, enfin entre vous trois en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Mais par rapport à la donneuse d'ovules, je n'en ai pas en tout cas le souvenir. D'accord, ok. Après, Ouais. c'est peut-être quelque chose qui est fait directement. Enfin, je suppose que le médecin qui vous suit à Bruxelles doit avoir une convention ou quelque chose comme ça avec la banque d'ovules. Enfin, en tout cas, À la mon banque avis, oui, doit avoir quelque chose. certainement. Oui. Et donc, du coup, il vous appelle quand, ce médecin, pour vous dire qu'il a trouvé? Alors, on a eu le rendez-vous, les premiers rendez-vous début novembre. Fin octobre, début novembre, on a commencé les rendez-vous à Bruxelles. Donc pour voir si au niveau de mon follicule, s'il était allez, prêt à recevoir le transfert d'embryon en fait. D'accord, ok. Il vérifie au niveau de mon utérus si s'il est prêt à recevoir le don d'embryon. D'accord, ok. Et alors, à quel moment on vous donne le go? Quand est-ce qu'on vous dit c'est bon, on y va? Donc en fait, les rendez-vous s'enchaînent entre début novembre et fin décembre. Les rendez-vous s'enchaînent hein, pour prise de sang, échographie. Le 3 décembre, en fait, j'ai l'appel au soir et j'ai le docteur qui me dit qu'au niveau des hormones, voilà, elles sont assez hautes Oui. et que mon follicule est OK pour recevoir le don d'embryon, en fait. D'accord, ok. Ok, ok. Voilà. Et donc, le 4 décembre, en fait, mon mari me fait une injection de Prégnil au niveau du ventre, donc pour encore augmenter mon niveau d'hormones. Mhm. Et 7 jours, pile poil plus tard, on fait le premier transfert à l'hôpital Agette, le 11 décembre. D'accord. Et alors là, les papas sont avec toi? Mon frère, seulement parce que de nouveau, question coronavirus et tout ça, tout le monde ne peut pas venir et en plus mon frère, voilà, il peut juste m'accompagner dans l'hôpital, mais niveau après quand je rentre dans le service et tout ça, mon frère ne peut pas être présent. Oui, c'est vrai qu'il y a le coronavirus qui Ouais, biaise tout. il est toujours là. Tout à fait, toujours là. Et comment ça se passe pour toi? Parce que bon, tous ces rendez-vous, tout ça, c'est très engageant au niveau de ton boulot aussi. Oui, oui, oui. Alors il faut savoir que j'ai beaucoup de chance, enfin de la chance. Non, après c'est pas de la chance, c'est un choix de vie, j'ai plus envie de dire. Mhm. Mais je suis dans le network marketing. Mhm. Et donc, depuis février l'année dernière, non, pardon, depuis février cette année-ci, j'ai pris une année sabbatique pour pouvoir le D'accord. faire à temps plein. Et déjà à ce moment-là, quand ça a commencé les rendez-vous et tout ça, je ne travaillais déjà plus en fait, comme salarié. D'accord. D'accord. Oui, donc là, tu es à ton compte en fait. Oui, je suis à mon compte, je suis indépendante à titre principal
Et donc voilà, j'ai la chance de pouvoir faire mes horaires vraiment comme je l'entends. D'accord. Bon, bah, c'est déjà beaucoup plus simple. Oui, parce que c'est vrai que je me suis posé la question à plusieurs reprises. Je me suis dit, mon Dieu, si j'avais été salariée à ce moment-là, ça aurait été. Et même maintenant que je suis chez mon frère dans l'attente de l'accouchement, ça aurait été vraiment très compliqué. Oui, bien sûr, ça aurait été très, très compliqué. Surtout Mm. d'expliquer à ton patron, enfin, Oui, c'est pas ouais, tout à fait, c'est pas simple. tout Et à alors fait. ce premier transfert, est-ce qu'il fonctionne? Eh bien, oui, je Waouh! suis enceinte dès le premier transfert. Oui, Oh oui, oui. là 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 là, mais ton frère, il devait être fou! Oui, 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 effectivement, c'était vraiment. En fait, le 11 décembre a eu lieu le transfert et 10 jours plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte par un appel téléphonique de ma gynécologue. Oh, pile avant Noël. Voilà, c'est ça, le cadeau juste avant Noël. Et en Ouais, fait, pour super. la petite anecdote, je voulais, parce que mon frère fêtait Noël avec nous le 25 décembre, Mmh. je voulais attendre le 25 pour lui annoncer la nouvelle. Mais quand j'ai reçu l'appel téléphonique de la gynécologue, j'ai eu un drôle de sentiment que je n'avais pas prévu. Hein. Bien évidemment, les émotions, voilà, ça ne se contrôle pas. Oui, tout à fait. Et donc en fait, j'étais et contente pour eux et voilà, j'avais du mal à réaliser vraiment que voilà, j'étais enceinte et que ça devenait concret. Et j'avais ce besoin de venir leur dire et partager avec eux ce moment en fait, parce qu'il ne m'appartenait pas. Oui, oui, c'est vrai. Pas à moi uniquement, en tout cas, il leur appartenait à eux aussi. Et donc du coup, je l'ai appris au soir, je crois qu'il devait être 17h, 18h. On Mmh. a pris la route et donc il faut savoir qu'on a quand même une bonne heure 30 de route jusqu'à chez mon frère qui habite lui dans les Fagnes. Mmh. Et donc on a pris la route au soir, j'ai toqué à sa porte, il ne s'attendait bien évidemment pas à me voir débarquer chez lui. Il a dû se douter. Et voilà, je lui ai annoncé la surprise de vive voix en personne. Et là, de nouveau, bien évidemment, c'était beaucoup d'émotions pour tout le monde. Oui, Et évidemment. ils étaient vraiment très heureux d'apprendre que voilà que ça a fonctionné de la première fois. Waouh! Oui, 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 beaucoup d'émotions. Ouais, tu m'étonnes. Et je te pose une question qui est relativement indiscrète, mais comment ça se passe la prise en charge, en Belgique de ce type d'acte? Est-ce que c'est pris en charge ou est-ce que c'est ton frère qui a dû payer l'ensemble, enfin ton frère et son mari qui ont dû payer l'ensemble des frais? Oui, ils ont dû payer donc la FIV en fait. D'accord, OK. Oui, au gynécologue obstétricien de Bruxelles. Mmh. Et donc, en fait, le paiement de la FIV prenait vraiment en compte les traitements, voilà, la FIV, les échographies et tout ça, Ouais, ça prenait tout. le transfert à l'hôpital, voilà. Et ensuite le suivi de grossesse, il est classique? En fait, je sais que je me souviens bien en tout cas, les premiers mois de la grossesse, ma gynécologue m'a vue plus que pour mes grossesses à moi, pour mes 2 premières grossesses. Mmh. Parce que peut-être là de nouveau, le fait que ce soit pas mon ovule, du coup, elle a voulu me surveiller de plus près, je pense. Mmh. Et donc effectivement, au niveau des rendez-vous gynécologiques, il y en a eu plus. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'avant le transfert, j'ai dû passer un examen, un bilan complet au niveau cardiologique, D'accord, c'est que je lié n'ai à pas dû faire pour mes 2 premières grossesses. d'accord, c'est lié à la FIV, du coup? Je pense, oui, au niveau de nouveau que ce ne soit pas mon ovule, voilà, j'imagine que ça a dû être à cause de ça que j'ai dû passer cet examen, quoi. D'accord, OK, OK. Et du coup, comment s'est passée ta grossesse? Comment les papas sont investis? Comment ça se passe en fait pour toi, pour maintenant ton frère? Tu me dis que tu es chez lui là pour la fin de la grossesse. Oui, Raconte-moi tout ça. oui. Alors en fait, voilà, au niveau de la grossesse, comme je l'ai dit, hein, les 3 premiers mois n'ont pas été faciles parce que j'ai été beaucoup plus fatiguée, des nausées, des vertiges, voilà, c'était plus important que pour mes 2 premières. Mmh. Alors au niveau des papas, ben voilà, ils sont juste adorables, très reconnaissants par rapport à ce que je fais. Voilà, déjà avec mon frère, j'avais une relation très fusionnelle, surtout depuis la mort de mon papa, parce qu'avant ça, avec mon frère, on était plus comme chien et chat à se battre constamment.
Mhm. Mais voilà, une fois que mon père est décédé, on a eu une relation plus fusionnelle et voilà, ça a vraiment changé nos relations. Parce que certainement que voilà dans cette difficulté de perdre notre papa tous les deux et qu'on on avait ma sœur était encore fort jeune et nous on avait plus ou moins le même âge donc voilà, je pense qu'on s'est beaucoup serré les coudes tous Oui, les ça vous a deux. soudés. Mais alors Mhm. ici, le fait que je porte son bébé, bien évidemment, a encore amplifié ce lien qu'on a tous les deux, quoi. Oui, mhm, tout à fait. Et au niveau aussi de ma famille, ma maman, mon cousin, ma cousine, oncle et tante, mon mari, voilà, tout le monde est vraiment très très à me soutenir et à me dire que voilà ce que je fais c'est vraiment très très courageux et voilà, tout le monde est vraiment très très bien avec moi, quoi. Ah, c'est chouette. C'est chouette que vous soyez soutenu par la famille aussi, hein, c'est vraiment génial. Oui, c'était quelque chose de très important pour moi aussi que j'avais d'ailleurs dit le jour de l'annonce chez ma tante. Voilà, je leur avais dit à tous et à mon frère que voilà que je savais que je m'engageais dans un projet qui allait être très difficile et que Mhm. j'allais vraiment avoir besoin du soutien de tout le monde. Et voilà, ça c'est quelque chose que j'avais dit dès le départ que je sentais que j'allais avoir besoin de ma famille, quoi. Oui, c'est normal, hein, c'est des moments très intenses et même, enfin, encore plus émotionnellement, je pense, que pour nous dans nos grossesses classiques, on va dire. Donc, Oui. il faut que tu sois bien entouré, c'est très important. C'est ça, et c'est ce que ma psychologue m'a dit aussi dès le départ, c'est que voilà, une grossesse, c'est déjà quelque chose c'est un certain traumatisme, enfin, Mhm. traumatisme, le mot est peut-être mal choisi, et je sais plus le mot qu'elle avait donné, mais voilà, elle avait dit que d'être mère porteuse, d'être enceinte, de porter l'enfant de quelqu'un d'autre, c'était encore autre chose, quoi. Oui, tout à fait. Mhm. Et alors là, l'approche de l'accouchement, est-ce que vous avez, tu me disais tout à l'heure que tu avais demandé à ce que le pot à pot, tu ne le fasses pas, ce soit fait avec les papas. Oui. Est-ce que vous avez établi quelque chose? Est-ce que vous avez écrit quelque chose? Écrit, non, non, non. Mais en tout cas, c'est quelque chose dont on a parlé tous les quatre avec une sage-femme dans la préparation de l'accouchement. Et puis dès le début de la grossesse, j'avais dit aussi que voilà, c'est quelque chose vraiment que je voulais pas faire parce que sinon je pense que vraiment ça allait être beaucoup plus difficile que ça ne va déjà l'être. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Et donc il y a ça et il y a aussi le fait que je voulais ne pas être en chambre avec le bébé aussi. D'accord, ok. Ouais. Du coup, comment ça va se passer? En fait, les papas vont repartir le jour même avec le bébé. Toi, tu vas rester en chambre sur place, c'est ça? En fait, moi j'aurai une chambre à la maternité et eux auront, si tout va bien, s'il y a de la place, mais voilà, les personnes nous ont dit qu'il y aurait pas de souci. Ils auront une chambre en néonate avec le bébé. D'accord. Oui, donc alors il faut savoir qu'aussi, il y a eu un gros changement d'organisation au niveau, du lieu de l'accouchement parce que normalement je devais accoucher à Libramont. Mhm. Mais par rapport à mes attentes, donc voilà, par rapport à l'accouchement au niveau du pot à pot, la chambre et tout ça, ils n'ont pas été, du tout dans l'acceptation de mes attentes. Mhm. Donc voilà, quand j'ai rencontré la gynécologue de Libramont, voilà ce qu'elle m'a dit en gros, c'est que si la sage-femme lors de l'accouchement, par habitude, me mettait le bébé sur moi, ben il fallait pas lui en vouloir. Donc D'accord. là, je lui ai dit que pour moi, c'était juste pas possible. Bah évidemment, évidemment. Surtout que c'est une Voilà. demande de ta part. Et au niveau de la chambre aussi, si j'accouchais à Libramont, en fait, soit la petite était avec moi, donc c'est moi qui la gérais pendant les 3 jours après l'accouchement, ou elle allait en néonate. Et là, Mhm. elle était encadrée par les infirmières et les papas pouvaient venir seulement en tant que visiteurs. Ah oui, d'accord. Oui, donc vraiment pas d'acceptation Non, du fait que tu sois mère porteuse, en fait. voilà, c'est ça, vraiment très très fermé. Et lors du rendez-vous, à aucun moment donné, elle ne m'a dit, mais voilà, ici c'est quand même quelque chose, un projet assez hors du commun. On peut peut-être en discuter, on peut peut-être voir ce qu'il y a lieu, ce qu'on peut faire. Non, à aucun moment donné, elle ne Oui, pas m'a d'adaptation. Mhm. montré une ouverture par rapport à ce qu'on désirait. Enfin voilà. Mhm. Oui, tout à Et fait. donc ce jour-là, je me souviens que voilà, j'avais été toute seule à mon rendez-vous gynécologique. Ça a été très difficile. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Bah oui, tu m'étonnes. Et donc du coup, finalement, retournement de situation. Bah voilà, je suis ici
près de mon frère dans les Fagnes parce que je vais finalement quand même accoucher à la Citadelle. D'accord. Donc finalement, retour à la Citadelle. Voilà, c'est ça qui, eux, au niveau de tout ça, du pot à pot, de la chambre et tout ça, ont été beaucoup plus ouverts. D'accord. Et du coup, une question me vient forcément, vu que tu es plus chez toi actuellement, comment ça se passe avec tes enfants? Donc là, ils ont 8 et 6 ans. Oui. Comment ils ont compris la grossesse? Comment ils se comportent? Comment est-ce qu'ils comprennent que tu n'es pas avec eux en ce moment? Ah, ils sont avec moi. Ils sont Ils avec sont moi. avec toi. Oui, D'accord, ok. oui, oui. Je ne pouvais pas venir 3 semaines chez mon frère sans mes enfants. Ça me paraissait impossible. Donc voilà, il fallait qu'ils soient auprès de moi et mon mari a aussi pu prendre pas mal de jours de congé. D'accord. Donc voilà, sur les 3 semaines, en gros, il est là, il est là quasi tout le temps avec moi. Il travaille que 2 jours, donc il doit retourner à la maison 2 jours. Donc voilà, ça va, c'est pas parce que vraiment, je sens que j'ai vraiment beaucoup besoin du soutien de mes enfants et de mon mari. Bien sûr, ça se comprend complètement. Est-ce que Oui, ton oui. mari t'accompagnera à l'accouchement ou c'est ton frère et son mari? Alors en fait, si ça avait été un accouchement à l'hôpital de Libramont, il y aurait eu que mon mari qui aurait pu être là pendant l'accouchement. Mhm. Mais ici, à la Citadelle de Liège, en fait, il va pouvoir être là pendant le travail et on peut faire un switch. Donc, il pourra avoir un des deux papas qui sera là au moment où la petite, voilà, commencera vraiment à Ouais, sortir, quoi. arrivé. D'accord, ok. Mais voilà, on a décidé avec mon frère que mon mari serait là avec moi pendant 1 heure ou 2 heures. Ben voilà, le temps qu'on m'installe et tout ça, la péridurale, Ouais, bien sûr. enfin voilà, qu'on fasse un petit peu toute la préparation, voilà, au niveau de la salle de l'accouchement. Et après, c'est mon frère qui viendra pour me soutenir Oui, lors du reste du travail d'accord. et de la naissance du bébé, quoi. D'accord. Alors, j'ai une dernière question à te poser Oui. qui m'interpelle. Après, évidemment, je suppose que j'en oublie plein et que je vais sûrement revenir vers toi à un moment en disant, est-ce qu'on pourrait enregistrer un épisode parce que j'ai encore plein de questions. Si jamais il faut faire un deuxième, il y a vraiment aucun souci, Super, euh, merci beaucoup. vraiment aucun problème, parce qu'en plus j'ai oublié de répondre à ta question par rapport aux enfants, Oui, c'est vrai. ils prennent la grossesse et tout ça. Et en fait, beaucoup mieux que ce que je n'avais imaginé. Mhm. Donc voilà, dès le départ, ils savent que c'est le bébé de parrain et tonton et que ce n'est en aucun cas un bébé pour nous. Ils savent que voilà, ce sera leur petite cousine. Et donc voilà, ils sont vraiment adorables avec moi quand j'ai des douleurs et tout ça. Oh maman, ça va aller, repose-toi. Voilà, ils sont vraiment adorables, mais ils savent vraiment, ils ont vraiment très bien compris que ce n'était pas un bébé, un troisième bébé, voilà, une petite sœur pour eux, mais que c'était vraiment leur petite cousine qui allait arriver, quoi. D'accord. Ouais, ils sont très forts, nos enfants. Vraiment très forts. Oui, vraiment, ils sont adorables. Ouais. Est-ce que tu sais s'ils en ont parlé un peu autour d'eux, notamment à l'école peut-être? En fait, au niveau de l'école, c'est moi qui ai été trouver les institutrices quand j'étais enceinte du 3e ou 4e mois. Mhm. Parce que voilà, j'ai été trouver les institutrices et je leur ai dit, mais écoutez, voilà, je suis enceinte, mais alors c'est un peu particulier parce que je suis mère porteuse pour mon frère. Voilà, si les enfants sont au courant, s'ils posent des questions et tout ça, si voilà, je voulais les mettre au courant assez rapidement pour pas Bien qu'il y sûr. ait de problème au niveau de l'école par rapport à mes enfants, quoi. Bien sûr. C'est très important de Oui, préserver l'entourage des enfants, bien sûr. tout à fait. Et donc, du coup, ma dernière question, elle concerne justement l'avocat que vous avez pris et la convention que vous avez signée. Mhm. Alors, je suppose que c'est très personnel et que chaque convention est spécifique, mais est-ce que vous avez des obligations dans cette convention en quoi elle vous couvre, en quoi elle vous garantit, elle vous sécurise? Alors, il faut savoir que ici, ça va se passer d'une façon un peu particulière parce que, en fait, normalement, donc Raphaël, mon beau-frère, aurait dû déjà, avant l'accouchement, pouvoir reconnaître l'enfant. Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que le fameux gynécologue obstétricien de Bruxelles dont j'ai parlé a un petit peu rebroussé chemin et en fait, il aurait dû nous donner une attestation qui
disait que voilà, moi, je suis mère porteuse et que c'est le sperme de mon beau-frère qui a été utilisé pour le transfert d'embryon, mais il n'a pas voulu donner cette attestation. Ah mince. Voilà. Et donc, au niveau, là, on a eu de nouveau une barrière qui s'est mise parce que, voilà, normalement, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et donc, en fait, normalement, mon beau-frère aurait pu reconnaître la petite avant la naissance et mon frère, très vite, il aurait pu lancer la procédure d'adoption. Parce que voilà, donc mon beau-frère reconnaît la petite et mon frère fait la procédure d'adoption, mais vu que c'est intrafamilial, ce sera beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide qu'une procédure d'adoption normale. Parce que là, voilà, la petite sera déjà chez eux et tout ça directement après le séjour à l'hôpital. À la maternité. Mais ici, vu que le médecin, donc le gynécologue obstétricien n'a pas voulu donner cette attestation, avec l'avocat, en fait, la procédure ne commencera qu'à l'automne. D'accord, ok. Et donc, à savoir qu'en attendant, c'est mon mari et moi-même qui allons devoir reconnaître l'enfant. Ah mince. Et du Ce coup, qui n'était pas prévu du tout, bien évidemment. Bien sûr. Du coup, vous allez avoir cet enfant sur votre livret de famille? En fait, oui, c'est comme si on avait tous les deux un troisième enfant jusqu'à ce que la procédure soit faite, en fait. D'accord. Et après, vous allez devoir renoncer à enfin, en fait, vous allez devoir comme faire un abandon d'enfant, c'est ça? Alors là, voilà, mon frère doit encore parler de tout ça, de tous ces détails-là avec l'avocat. Oui. Parce que voilà, ici, il est en congé jusqu'à fin août. Oui. Voilà, donc l'avocat, tout ce qu'il a dit, c'est que voilà, c'est mon mari et moi-même qui allons devoir reconnaître l'enfant jusqu'à la procédure et tout ça. Mais voilà, on n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. D'accord, mais il y a une solution en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. D'accord. Et toi, comme ton mari, psychologiquement, enfin, comment vous le c'est vivez? pas facile. Oui, je me doute. Du coup, effectivement, voilà, si Raphaël avait pu la reconnaître comme c'était normalement prévu avant l'accouchement, ben voilà, ça aurait été beaucoup plus facile. Mais ici, c'est plus le côté administratif qui va être un peu plus compliqué que prévu, quoi. D'accord, ok. Ouais. Ok, bon, je pense qu'il va vraiment falloir qu'on fasse un deuxième épisode pour que tu me racontes la suite, le post-accouchement et la procédure. Alors évidemment, du coup, d'ici peut-être une petite année. Oui. Mais ça m'a l'air, enfin, c'est très intéressant et c'est vrai que on se rend compte que malgré, enfin oui, il y a un vide mais juridique, mais malgré ça, il y a quand même des solutions. Alors qu'en France, c'est quand même beaucoup plus compliqué encore pour le moment. Oui. Qu'en France, c'est absolument juste pas possible, j'imagine. Mais en fait, c'est pas possible quand on parle de GPA entre guillemets sauvage, c'est-à-dire de GPA faite par une mère porteuse en France et pas dans un pays étranger où là tout est complètement encadré et voilà. En France, la mère, elle reste mère. On peut pas accoucher, ou alors elle accouche sous X. Et si elle accouche sous X, l'enfant est pupille d'état. Il n'y a pas de possibilité que quelqu'un le récupère de suite après, tu vois. D'accord. Donc c'est très, c'est très compliqué aussi. En effet. Oui, ici déjà, voilà, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais effectivement, par rapport à la France et à d'autres pays, je pense que voilà, mon frère, mon beau-frère et moi-même et mon mari, on peut s'estimer heureux d'avoir pu aller au bout du projet, en tout cas. Oui, complètement. Et franchement, je pense que, enfin, je trouve que ton geste est hyper altruiste. Merci. C'est vraiment, enfin voilà, ton histoire est magnifique. C'est tout simple. Merci, c'est gentil. Je trouve vraiment que, enfin voilà, j'aimerais avoir ton courage, on va dire, et ta volonté, c'est magnifique comme geste, c'est vraiment magnifique. Merci, ça me touche beaucoup, merci. Je et t'en prie. bien évidemment pour le deuxième, voilà, pour la suite des événements, je vais essayer d'en savoir plus sur la procédure au niveau juridique et tout ça pour pouvoir donner plus d'informations. Super, je te remercie beaucoup. Je vais me renseigner, comme ça je peux donner des infos beaucoup plus claires. D'accord, mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Je te remercie surtout beaucoup de m'avoir dit oui tout de suite pour témoigner autour de ton geste de devenir mère porteuse. C'est pas simple, c'est vraiment déjà c'est en France, je vais te dire, j'aurais pas trouvé parce que
c'est encore caché en fait. C'est interdit, donc c'est caché. Tout à fait. Et c'est très très important, je pense, d'avoir le ressenti d'une mère porteuse pour pouvoir se positionner en fait sur ce fameux accès à la GPA. Donc vraiment merci d'avoir bien voulu. Je te dis à très bientôt en tout cas Virginie, je te souhaite un bel accouchement, je te souhaite une belle rencontre au papa et j'espère que pour toi émotionnellement ça va pas être trop compliqué. Je l'espère aussi. Et puis on se reparle très vite. À très vite Constance. Merci beaucoup, à très bientôt Virginie. À bientôt. Nous n'avons évidemment aucun chiffre officiel en France concernant la GPA, seulement des estimations. On estime donc que 200 à 300 bébés nés de GPA à l'étranger arrivent en France chaque année. Si les États-Unis, le Canada et la Grèce sont les pays de première intention, on ne va pas se mentir, des enfants sont conçus en France par cette méthode. La grande difficulté de la GPA réside dans son financement. Beaucoup s'endettent et ont recours à des prêts. Seul prêt possible, les prêts à la consommation, avec de forts taux d'intérêt. Là où cela devient vraiment diffamant, c'est que les banques sont tenues de refuser les prêts s'il y a suspicion de GPA. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien. You asked me if I'd pinch you, but my fingers wouldn't bend. I'll be right behind you, Josephine. Just like I was when we were 17. I guess it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone. Less alone. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart out. Oh, I wanna feel a little less alone. Less alone.